Nous sommes à Kingersheim, au nord de Mulhouse. Au siècle dernier, la commune intègre le bassin minier du Haut-Rhin et loge principalement des ouvriers. En l'espace de quelques années, sa population explose jusqu'à atteindre les 13 000 habitants. Aujourd'hui, depuis la fermeture des mines, Kingersheim est avant tout prisé pour son cadre champêtre. C'est une ville qui pendant longtemps a été administrée par Jo Spiegel, un maire très dynamique, qui a donné beaucoup de vitalité à cette commune. Une commune qui est bien connue des Mulhousiens. Ça reste un village, c'est-à-dire que c'est de la banlieue de Mulhouse, et en même temps avec une caractéristique villageoise assez prononcée. Un lieu bucolique, profondément marqué par les fêtes de Noël de 1996. Le 20 décembre au matin, dans l'église Saint-Adelphe de Kingersheim, les paroissiens s'impatientent. Il faut préparer notamment la crèche paroissiale et le prêtre qui devrait être là à l'église n'est pas là. On s'en étonne, on s'en inquiète. D'autant plus que le père Jean ne répond pas au téléphone et que les volets de son presbytère sont fermés. C'est la gouvernante qui vient au presbytère et qui va découvrir le père inanimé, allongé entre le couloir et la cuisine. Pensant à un malaise, la paroissienne contacte le médecin du prêtre. Mais sur place, le praticien ne peut que constater son décès. Et surtout, il remarque immédiatement que le corps de l'homme de 68 ans est couvert de blessures suspectes. Alors qu'est-il arrivé au prêtre de Kingersheim? Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Et que vont découvrir les gendarmes dans le presbytère? À 10 h du matin, ce 20 décembre, les brigades de gendarmerie de Wittenheim, Mulhouse et de Strasbourg se transportent à Kingersheim. Dans le presbytère situé juste à côté de l'église, ils mesurent la gravité de la situation. Le curé est à terre, avec le corps lacéré de coups de couteau. Les enquêteurs en dénombrent dans un premier temps 17 et le nombre augmente ensuite jusqu'à 33. Autour du père Jean règne le chaos. Sur le sol gît du mobilier en désordre, des taches de sang, ainsi que les lunettes du prêtre, complètement déformées. La première idée des gendarmes, c'est la sidération, parce qu'un meurtre de curé, c'est assez exceptionnel. Ce curé est connu évidemment dans toute la commune, c'est le curé de la paroisse. Tandis que les gendarmes gèlent la scène de crime, le corps du père Jean est autopsié à l'unité médico-légale de Mulhouse. L'expert conclut rapidement à un décès par section brutale de l'aorte. L'autopsie révèle aussi qu'il y a sur le poignet du curé une trace qui est difficile à interpréter. Les médecins légistes ont constaté une espèce de signe étonnant, en forme d'étoile me semble-t-il. Cette étrange blessure au dos de la main a vraisemblablement été faite post-mortem, tout comme la majorité des coups de couteau. Un acharnement incompréhensible sur ce prêtre respecté en fonction depuis 1974 à Kingersheim. C'était un homme plein de bonté, de gentillesse, très apprécié de ses paroissiens. Il se dévouait pour sa paroisse et vraiment un homme de grande humanité. Quelqu'un qui était dans cette paroisse depuis de longues années, apprécié de tous, croyants et non-croyants. Un bon père, comme on disait, c'est le terme qui revenait souvent. C'est un homme de bien qui vient de disparaître et qui a subi une mise à mort barbare, cruelle. Et donc ceci soulève une immense émotion au sein de la population de cette petite commune mulhousienne.
Le père Jean est enterré pendant les fêtes de Noël dans son village natal d'Epfig. Près de 1500 personnes, laïcs comme catholiques, assistent impuissants à ses funérailles. Les habitants de Kingersheim sont catastrophés parce que qui a pu tuer notre curé? Pourquoi? Et juste avant Noël en plus. C'était à 5 jours de Noël. Alors pourquoi le prêtre de Kingersheim a-t-il été tué dans de telles conditions? Qui est derrière ce meurtre barbare? Et quelle direction va prendre l'enquête des gendarmes? Le 24 décembre 1996, une information judiciaire est ouverte contre X pour assassinat. Dans l'espoir de remonter jusqu'au meurtrier, les brigades de recherche alsaciennes reconstituent les dernières heures du père Jean. Il a participé à une réunion de la chorale. Le soir, il est rentré peut-être vers 22h à peu près. Et d'après le programme de télé qu'il avait à côté, il a regardé une émission de télé allemande. Ça, on le sait parce qu'il a entouré sur le programme, il a entouré le nom de l'émission, avec l'horaire à 23h. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs apprennent que le presbytère de Kingersheim a déjà été la cible de 12 effractions. Le cambriolage était exclu assez rapidement puisque la porte était fermée de l'intérieur. Il n'y a pas de trace d'effraction, donc la déduction c'est que le prêtre a ouvert à quelqu'un. Puis vous savez, il est aussi de tradition parfois dans l'église catholique d'accueillir des personnes, les SDF qui traînent, qui n'ont pas de logement, de les accueillir. Donc tout pouvait être envisageable, hein. Pendant plus d'un mois, 40 enquêteurs se lancent sur les traces du tueur, du prêtre de Kingersheim. À la fin du mois de janvier, près de 1000 personnes ont été interrogées, mais en vain. Compte tenu du statut du père Jean, les gendarmes font appel à un spécialiste des religions et des dérives sectaires, afin d'explorer des pistes plus inhabituelles. Est-ce qu'on peut déceler des mouvements satanistes ou pas? Parce que assassiner un prêtre de 33 coups de couteau pouvait éventuellement être révélateur d'une dérive, d'un rituel satanique ou d'un meurtre satanique. 33, comme l'âge du Christ à sa mort. Simple coïncidence ou message du meurtrier? Après analyse, l'étrange blessure sur la main du prêtre ressemble à un pentagramme inversé, un symbole occulte, prisé des satanistes. Sans plus attendre, les gendarmes recensent les derniers actes anti-religieux sur le territoire français. L'enquête va s'intéresser au milieu toulonnais, puisque 7 mois plus tôt, à Toulon, une profanation de cimetière avec exhumation de cadavres avait eu lieu par 4 jeunes. Et là, aux surprises, on va s'apercevoir que l'un d'entre eux se trouvait à Kingersheim ce jour-là, puisqu'il a sa grand-mère qui réside dans le village à côté. Ce jeune homme, que nous appellerons Roland, partage son existence entre la Côte d'Azur et l'Alsace. Âgé de seulement 20 ans, le Toulonnais est déjà dans le viseur de la justice. C'est une personnalité qui se revendique plus paganiste que sataniste, qui est plus anti-religion que sataniste. Il est profondément anti-chrétien, profondément. D'un extrême à l'autre, les gendarmes découvrent également que Roland est en lien avec le milieu néo-nazi de la région toulonnaise. On est dans 2 mondes qui ont parfois les mêmes principes. Libertaire, rébellion, transgression, élitisme. Je peux faire partie d'une race supérieure
par exemple la race aryenne supérieure, mais en même temps, dans les satanistes, je fais partie des êtres supérieurs. Si quelqu'un t'ennuie, tue-le, quoi, quelque part. Hein. Détruis-le. Quelques jours avant le meurtre de Kingersheim, Roland a été mis en examen pour la profanation du cimetière central de Toulon, en juin 1996. Face à la barbarie des faits, il sort tout juste de 5 mois de détention provisoire. Les profanations de Toulon sont tout à fait inédites dans cette violence-là, puisque ces 4 jeunes vont exhumer le corps d'une vieille dame et ils vont lui transpercer le corps d'un pieu. On voit pas quand même ça tous les jours. Hein. Profitant de sa liberté conditionnelle, Roland s'est rendu dans sa famille alsacienne, du 13 au 21 décembre 1996. Nous avons un prêtre qui est assassiné, nous avons un sataniste reconnu, avéré, présent au village à ce moment-là. C'est difficile de ne pas, du moins, exploiter cette piste. Alors Roland est-il un suspect crédible? Le jeune homme a-t-il un alibi? Et quelle sera son attitude en garde à vue? Le 3 février 1997, soit plus d'1 mois après le meurtre du prêtre, Roland est arrêté à Mulhouse. Placé en garde à vue, le suspect numéro 1 nie les faits. Il dit, moi j'y suis pour rien, moi j'ai pas tué ce prêtre, moi je n'ai pas ça à me reprocher. C'est vrai, j'étais à Mulhouse, je venais voir mes copains, mais je n'ai rien fait qui soit répréhensible, donc je suis un très gentil garçon, laissez-moi tranquille. Voilà en substance ce que ce gaillard disait aux enquêteurs de la gendarmerie. Si le jeune sataniste clame haut et fort son innocence, il livre un élément capital à la brigade de recherche. Durant sa garde à vue, durant l'interrogatoire, il va quasiment reconnaître qu'il connaît le coupable. 2 jours avant d'être arrêté, Roland déclare avoir reçu les confidences d'un de ses amis de Kingersheim. Roland raconte aux gendarmes qu'il a eu une explication avec son copain Christian, qu'il connaît depuis des années, et que Christian lui a dit « c'est moi qui ai tué le curé ». Roland accable-t-il un proche pour échapper à la justice? Dans le doute, les enquêteurs alsaciens s'intéressent au profil de ce mystérieux Christian, inconnu de leur service. C'est un jeune garçon du village de Kingersheim, de 18 ans et demi, qui n'a pas fait de longues études, qui a échoué à son CAP, qui est un garçon très mal dans sa peau, très malheureux. Il est jeune, il est déboussolé dans l'existence, il est fragile psychologiquement, il est malléable. Il s'intéresse à quoi? Il est solitaire, sauf son groupe de copains un petit peu particulier. À l'image de son ami toulonnais, Christian baigne dans la culture sataniste. Et plus intéressant encore, le jeune homme habite chez ses parents à seulement 500 mètres du presbytère de la victime. Fort de ces informations, les gendarmes l'interpellent le 4 février 1997. Contre toute attente, Christian se montre très coopératif. Ce jeune homme est assez surprenant parce qu'il avoue tout de suite le crime, il avoue tout de suite être le meurtrier, alors que ça fait 6 semaines qu'il a tué le curé de Kingersheim et qu'il a continué à vivre une vie en apparence normale entre son travail, sa maison et personne autour de lui ne s'est rendu compte de rien. Dans les locaux de la gendarmerie de Mulhouse, ce jeune homme, uniquement vêtu de noir, révèle aux enquêteurs un mobile improbable. Ce garçon explique son geste en disant « j'ai eu un flash satanique, toute la journée j'ai été mal au travail, j'ai eu un flash satanique et il y a une voix qui par 2 fois m'a dit « tue un curé ».
Alors, où se trouve la vérité dans les aveux de Christian? Est-il pénalement responsable? Et Roland a-t-il joué un rôle dans ce meurtre? Devant les enquêteurs alsaciens, Christian détaille son passage à l'acte. Il raconte que ce 19 décembre au soir, il s'est équipé presque machinalement d'une paire de gants, d'un bandana et d'un couteau de chasse, avant de quitter discrètement l'appartement familial. Il prend sa bicyclette, il va se rendre donc au presbytère. Il est très tard, il est à peu près minuit. Le prêtre n'est pas encore couché. Et il va à ce moment-là, pour tenter de justifier sa visite à minuit, il va raconter au prêtre une histoire à dormir debout, à savoir « Monsieur le curé, l'un de mes amis a commis un crime, que faut-il faire ?» etc. Une fois à l'intérieur du presbytère, Christian aurait eu un nouveau flash satanique. Il explique alors avoir été pris d'une incontrôlable pulsion morbide. Il va le faire chuter, il lui fait un croche-pied. Le prêtre, qui a quand même près de 70 ans, tombe au sol. Le prêtre se met à prier, je crois qu'il prie d'ailleurs le Notre Père. Et à un moment donné, le prêtre lui demande de prier avec lui, ce qui est quand même assez extraordinaire. Christian refuse et bâillonne le père Jean avec son bandana. Il s'empare ensuite d'une casserole et assomme l'homme de 68 ans. Puis le jeune sataniste dégaine son couteau et frappe le prêtre dans le dos d'un coup puissant. Étant accroupi, il a donc d'autant plus de force en lui, ce qui lui permet de frapper avec beaucoup plus d'intensité. Et on va apprendre ultérieurement que l'assassin se déplace, n'est-ce pas, autour du corps pour frapper dans différentes régions du corps. Pendant une demi-heure, Christian s'acharne sur le corps du prêtre. Une sauvagerie que le jeune homme lui-même a du mal à expliquer aux enquêteurs. 33 coups de couteau, pourquoi 33 ? Lui dit je ne sais pas, je ne me suis pas amusé à les compter. L'horreur ne s'arrête pas là. Avant de quitter les lieux, Christian saisit la main gauche de sa victime et y creuse plusieurs entailles au couteau. Un geste qu'il assure avoir réalisé sans réfléchir. Ensuite, il remet la casserole à sa place, il sort du presbytère, il reprend son vélo, il rentre chez lui, il nettoie son vélo, il nettoie son couteau. De retour chez lui, Christian dissimule le couteau et le bandana avant de s'endormir. Suite aux aveux circonstanciés du meurtrier présumé, les gendarmes perquisitionnent sa chambre. On va trouver des choses très instructives. On va d'abord trouver de la documentation satanique. On va trouver des écrits qui évoquent l'Allemagne nazie de Hitler. On va trouver de la documentation qui concerne un parti politique français d'extrême droite. Bon, dans la chambre, il y a un autel qui fait penser à des rites sataniques. Une atmosphère crépusculaire dans laquelle Christian s'abreuve de musique black metal. Un genre né du hard rock, très agressif, que le garçon écoute à outrance. Tous les métalleux ne sont pas des satanistes néo-nazis. C'est une stupidité de le croire. Mais ça peut être, dans certains cas, un élément favorisateur d'entrer dans une autre démarche. Si la personnalité perturbée de Christian se dessine de plus en plus, les investigations dans la chambre du suspect sont un échec pour les gendarmes. Les objets compromettants, le couteau et le bandana, le foulard qui a permis de bâillonner le prêtre, et bien ces choses-là ont été dissimulées.
À nouveau interrogé, Christian avoue aux enquêteurs qu'il s'est débarrassé de ces éléments plus d'un mois après le meurtre. Et il n'était pas seul. L'un de ses amis d'enfance, que nous appellerons Étienne, lui a prêté main forte. En pleine nuit, les deux jeunes se sont rendus au bord d'un étang de Kingersheim pour y jeter le couteau et brûler le bandana. Les plongeurs de la gendarmerie vont explorer l'étang. Le couteau, effectivement, sera découvert. Et les gendarmes vont trouver sur place des restes calcinés de ce bandana. Placé à son tour en garde à vue, Étienne confirme les allégations de son ami, tout en assurant être étranger au meurtre du prêtre. Tandis que le jeune homme est mis en examen pour destruction de preuves, les gendarmes ont le sentiment de ne pas avoir toutes les pièces du puzzle. Le personnage de Christian, il faut l'interpréter comme étant d'abord quelqu'un de très mal dans sa peau, de très vulnérable, de très influençable et de très manipulable. Donc la question qui se pose, évidemment, c'est est-ce qu'il a tué sur ordre ? Et est-ce que derrière les flashs sataniques de Christian ne se cacherait pas Roland, son délateur? Les relations entre les deux sont assez complexes. Il y a probablement de la part de Christian vis-à-vis de Roland une forme de fascination. Et dans une relation, dirons-nous, d'élève effectivement à maître. Il est déjà à ce moment-là dans une démarche initiatique dans ce monde sataniste. Et le lien entre ce monde sataniste et Christian, c'est Roland. Donc la question, c'est jusqu'où va cette influence ? Est-ce que c'est une sorte d'inspiration spirituelle, si on ose dire, ou est-ce que c'est beaucoup plus direct en amenant Christian à passer à un acte violent qui est de tuer un curé? Une autre question taraude les enquêteurs et le juge d'instruction. Le suspect numéro 1 est-il pénalement responsable? C'est aux experts psychiatres de trancher. Le côté psychologique, c'est que il n'est pas dans la folie et il n'est pas tout à fait dans la réalité. Il est sur le toit. Malgré sa fragilité, il est non seulement conscient de ses actes, mais il les a préparés. Il a préparé son acte. Alors, pas pendant des mois, mais il s'est préparé en quittant son appartement. Il a pris un couteau, il a pris un bandana, il a ensuite dissimulé les preuves, nettoyé son vélo. Donc, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son acte. À l'issue de l'instruction, Christian est renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin pour l'assassinat du père Jean. Malgré son profil et les doutes à son sujet, Roland reste libre. Il ne sera entendu au procès que comme témoin. Il y a une influence, certes. Il n'y a aucune preuve qu'il ait participé, ni de près, ni de loin, à cet acte. Une influence mauvaise, certes, moralement discutable, certes, mais pénalement non répréhensible. Alors comment se déroulera le procès de Christian? Fera-t-il de nouvelles révélations? Et le témoignage de Roland sera-t-il convaincant? Le 2 avril 2001, le procès de Christian et de son complice Étienne s'ouvre devant la cour d'assises de Colmar. Dans la salle d'audience, le public et les médias sont au rendez-vous pour suivre le dernier acte de cette troublante affaire. On a une ambiance très spéciale, très particulière. D'abord, on a des ingrédients qui sont exceptionnels. On l'a dit, le meurtre d'un curé, la suspicion de satanisme. 4 ans après les faits, Christian apparaît métamorphosé.
le sataniste de 1996 a laissé place à un jeune homme de 22 ans qui assure désormais aller à la messe en prison et surtout regretter son geste. Il n'a pas du tout cherché à biaiser, à tromper les jurés ou à escater ou à trafiquer la vérité, absolument pas. Il a dit la vérité. Il a relaté le contexte psychologique dans lequel il a agi, cet état de contrainte morale. Une attitude de repenti soumise à rude épreuve lorsque les proches du père Jean sont appelés à la barre. L'une des sœurs du curé témoigne de la personnalité de son frère, de qui était son frère. Et là, il explose, il pleure, il demande pardon et la carapace se fond. Il dit d'ailleurs « Je suis soulagé de pleurer parce que ça montre que je ne suis pas sans émotion ». Au cours des 5 jours de procès, les débats se concentrent principalement sur le mobile du meurtre. Christian a-t-il sauvagement assassiné le père Jean de son propre chef? Ou a-t-il été influencé par une doctrine satanique? Appelé à la barre, Roland va complètement se désolidariser de son ancien ami. Il a été hautain, assez arrogant, provocateur, déclarant dans cette cour d'assises quand même pétrie de chrétienté de par les acteurs et les témoins présents, les chrétiens m'emmerdent. À un moment donné, il explique en disant « Moi, j'y suis pour rien, mais je suis convaincu que Christian a voulu faire pire que moi. Il voulait se mettre à arriver à ma hauteur, à ma réputation. » Le 6 avril 2001, le verdict tombe. Étienne écope de 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, pour dissimulation de preuves. Christian, lui, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il ne s'est pas révolté. Je pense qu'il avait pris conscience de l'énormité de son crime et je crois qu'il voulait assumer les conséquences de ce crime. Aujourd'hui, Christian a purgé sa peine et tente d'avancer, loin du satanisme. 23 ans après la mise à mort barbare du prêtre de Kingersheim, les protagonistes de ce dossier restent marqués au fer rouge. Le regret, c'est une amertume, quelque part, qu'on n'ait pas pu aller plus loin dans les poursuites judiciaires concernant ce Roland. Parce que lui, somme toute, il s'en tire sans aucun problème. Il a continué sa vie. Et je répète et je redis encore aujourd'hui, je le pense sincèrement, s'il n'y avait pas eu cet homme-là, ce jour-là, à ce moment-là, en Alsace, s'il n'y avait pas Roland, il n'y aurait